Après avoir étudié la semaine dernière la guerre civile et les chances de paix en Irlande du Nord, nous allons regarder aujourd'hui l'Irlande du Sud, c'est-à-dire la République d'Irlande. Il est grand temps de dépasser l'image de cette pauvre petite Irlande perdue au bout de l'Europe, car non seulement ce pays est magnifique, mais il est aussi en train de devenir un vrai petit dragon européen, un tigre celtique. Voici l'île d'Érin. Au nord, l'Irlande du Nord, au sud, la République d'Irlande, ou Éire. Alors pourquoi une telle division? Il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre. L'Angleterre a donc colonisé cette île depuis le XVIe siècle, et sous la pression des nationalistes irlandais, elle finit par accorder l'indépendance à l'Irlande au début du XXe siècle, mais pas à la totalité de l'Irlande. Car ces 6 comtés de la province de l'Ulster, qui deviendront l'Irlande du Nord, restent partie intégrante du Royaume-Uni. Aux 4 comtés, Derry, Antrim, Down, Armagh, majoritairement protestants en Ulster, sont adjoints le Fermanagh et le Tyrone, pourtant majoritairement catholiques. Alors un tel découpage, qui date de 1922, visait en fait à assurer aux protestants unionistes un territoire avec une majorité démographique confortable et économiquement viable grâce à une sorte de superficie minimum, et parce que c'est en Irlande du Nord que se situe la seule zone industrielle de l'île, à Belfast. Alors avec ce découpage, Londres conserve en fait la partie utile de l'Irlande. Étudions les conséquences de la partition maintenant pour la partie sud de l'île. Dans cette nouvelle enveloppe, l'État libre d'Irlande fait 70 000 km² et sa capitale est Dublin. L'Irlande devient ainsi un État à 95% catholique, la quasi-totalité des protestants restant en Irlande du Nord. L'influence de l'Église est très forte, aussi bien sur les mentalités que sur la société. Interdiction d'avorter, interdiction de divorcer. Et d'ailleurs, pour les fondateurs de cette première Irlande libre, cette nation devait être une terre nationale catholique et celtique. Le gaélique devient langue nationale, et cette langue demeure de toute façon un signe d'identité, même si l'usage de l'anglais est toujours aujourd'hui très largement dominant, à l'exception de certaines zones à l'ouest du pays. À cause de cette partition, la réunification de l'île était un début avoué du nouvel État. D'ailleurs, les couleurs du drapeau irlandais, créé par les nationalistes au XIXe siècle, expriment bien l'espoir d'unité et de paix entre catholiques et protestants. Le vert pour les catholiques, l'orange pour les protestants, en hommage à Guillaume d'Orange, qui soutint la lutte des protestants au XVIIe siècle, et puis le blanc pour la trêve entre les deux communautés. L'Irlande du Nord ayant récupéré la partie industrielle de l'île, l'Irlande du Sud se retrouve avec une économie avant tout agricole et très dépendante du Royaume-Uni du fait des liens de la colonisation. L'Irlande, qui devient indépendante en 1922, est un pays relativement pauvre. Alors 2 facteurs vont changer cette donne de départ. D'abord l'arrivée au pouvoir à Dublin en 1932 de Eamon de Valera. De Valera est un nationaliste de la première heure et il va progressivement rompre avec Londres. Il va abolir le serment d'allégeance au roi d'Angleterre en 1933, il fait approuver une nouvelle constitution en 1937, il se lance dans une guerre douanière avec la Grande-Bretagne et il récupère en 1938 les bases navales britanniques dont Londres avait conservé l'usage. L'Irlande d'ailleurs restera neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. En avril 1949, la rupture est consommée quand l'Irlande se proclame république et quitte le Commonwealth. Le deuxième facteur, c'est l'adhésion de l'Irlande à l'Europe en 1973, c'est-à-dire la même année que le Royaume-Uni. Cette adhésion à la CE va aider le pays à diversifier son économie, l'ouvrir sur le monde extérieur et l'éloigner du Royaume-Uni. L'Irlande tire un bon profit des subventions européennes comme les fonds structurels qui sont destinés aux zones les plus pauvres de la CE. Elle va multiplier les avantages pour attirer les investisseurs étrangers, notamment américains, à savoir impôts sur les sociétés, très attractifs dans certains secteurs, niveau de qualification de la main-d'œuvre parmi les plus élevés de l'OCDE, salaire assez bas, usage de la langue anglaise bien sûr,
bon niveau de dialogue entre l'État, les syndicats, le patronat et très bonne qualité de la vie. Résultat, l'Irlande connaît depuis 1991 la croissance la plus forte d'Europe, une moyenne de 5,5 par an ces 10 dernières années. Et elle devient ainsi un petit dragon européen. Alors regardons de plus près l'économie de ce tigre celtique. C'est connu, l'Irlande est très arrosée, ce qui est propice au secteur agricole. L'élevage bovin et porcin et le lait représentent près de 90% de la production agricole. Dans la plaine centrale et la région de Wexford, on trouve la betterave à sucre, de l'orge pour le bétail et la bière, Guinness, et pour le whisky. La production agricole irlandaise est vendue plutôt hors de l'Union européenne, entre autres vers l'Arabie saoudite et l'Égypte. L'industrie agroalimentaire est en pleine expansion, elle représente 25% des exportations du pays. Ce sont aujourd'hui les industries exportatrices qui sont le moteur du développement. Situées au départ surtout dans la zone franche de Shannon et à Dublin, ces industries électroniques, bureautiques, informatiques, chimie, pharmacie sont aujourd'hui mieux réparties sur le territoire, à Cork, Galway, Limerick, car l'État irlandais a favorisé l'investissement dans les régions les moins développées. L'Irlande est une des destinations préférées des investisseurs étrangers depuis une dizaine d'années. Près de 45% des entreprises exportatrices sont détenues par des multinationales américaines, et puis allemands et anglais sont également très présents, avec 15-20% des firmes implantées. Et puis enfin, le secteur des services est en développement, avec de nombreuses délocalisations d'activités financières et administratives offshore, essentiellement à Dublin. Alors arrêtons-nous un instant sur Dublin. Dublin, c'est la capitale, elle regroupe à elle seule, avec son agglomération, près de 1 million d'habitants, alors que la population de l'Irlande est de 3,5 millions d'habitants. Elle est le centre économique du pays, c'est une ville culturelle, universitaire, et son port sur la Liffey assure la majeure partie du trafic maritime du pays, devant Cork et Rosslare. À noter aussi que le tourisme est une ressource importante pour le pays, avec plus de 4 millions de visiteurs en 1997, soit autant de visiteurs que d'Irlandais. Ce sont les régions de l'Ouest, Connemara et Kerry, qui sont les plus visitées, avec Dublin. Alors évidemment, tout n'est pas totalement rose chez ce petit dragon européen. Persistance du chômage, grande dépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, qui représente 30% du commerce extérieur de la République d'Irlande. Cela dit, le pays a su freiner les migrations, alors que c'était une des constantes dans son histoire. Et le dynamisme de l'économie irlandaise l'a placé au niveau du Royaume-Uni en termes de PIB par habitant, ce qui lui a permis, entre autres, de satisfaire aux critères de Maastricht et ainsi de se qualifier pour l'euro. Alors vous le constatez, j'ai insisté beaucoup sur l'économie du pays, tout simplement parce que les difficultés économiques qu'a longuement connues l'Irlande préoccupaient en fait beaucoup plus la population que la question irlandaise. Les mentalités ont changé, la vie quotidienne, la croissance économique sont devenus des objectifs immédiats et chacun vit en fait maintenant avec la partition dans la tête. Maintenant, à l'échelon politique, Londres a fini par concéder à l'Irlande du Sud une sorte de droit de regard sur les affaires nord-irlandaises, ce qui a permis ainsi à Dublin de redevenir un acteur important pour les négociations, donc au cours des années 90 jusqu'à cet accord de 1998. Alors je crois que le but aujourd'hui, ce n'est plus tellement d'obtenir une réunification entre les deux parties de l'Irlande, plus personne n'y croit. Le but, l'urgence, c'est d'aider à ce que l'accord de paix signé soit désormais respecté en Irlande du Nord entre catholiques et protestants.